Débrief ta saison, OGC Nice avec Pancho Nissa et Sport S Live FR. Que penses-tu de la saison de ton club? Alors c'était une saison vraiment particulière pour l'OGC Nice. Frustration, déception, colère, pas mal de sentiments négatifs. Déjà, bon, il faut prendre les choses d'une manière chronologique. L'été dernier, il y a eu le départ de Galtier, le départ du directeur sportif Julien Fournier, un mercato qui n'a pas du tout été anticipé. Voilà, une équipe déséquilibrée, des joueurs voilà, inconnus au bataillon qui arrivent au club, des Sorensen, Joe Bryan, des têtes de gondole politiques, j'ai l'impression, dans l'intérêt d'Ineos, comme Aaron Ramsey, Ross Barkley notamment. Bref, des joueurs qui, sur le papier, en fait, paraissaient être de bonnes pioches, mais ça manquait cruellement de cohérence et puis aussi d'anticipation, tout simplement, parce que lorsqu'on fait venir 5-6 joueurs à la fin du mercato estival, qu'on vend d'autres au même moment, alors que la saison a déjà débuté, c'est compliqué pour les joueurs qui sont déjà en place et c'est compliqué également pour l'entraîneur qui était donc de retour, Lucien Favre, un entraîneur aimé de tous et de toute la communauté par rapport aux deux saisons qu'il a produites, et notamment la première qui était absolument historique. Mais voilà, il n'a pas été mis, je pense, dans les meilleures dispositions lors de son retour. S'en est suivi, eh bien, on va dire, 4-5 mois très compliqués pour l'OGC Nice, avec bon, eh bien, une absence de jeu, des joueurs pas au niveau, et on va dire la seule éclaircie de cette première partie de saison, c'était la Coupe d'Europe. La qualification pour après les barrages, le fait qu'on soit qualifié après les poules directement pour un huitième de finale européen. Ça n'était plus arrivé depuis plusieurs décennies. Et puis voilà, cette défaite en début d'année 2023 contre Rennes, et puis cette défaite, cette élimination alors qu'on était finaliste de la Coupe de France contre le Puy Foot, là ça a été, je pense, le coup de trop pour la direction et pour le nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi qui a eh bien, pris la décision de licencier Lucien Favre et de mettre en place Didier Digard. Et à partir de là, on va dire, on a eu plusieurs semaines ultra positives où on a enchaîné pas mal de résultats, une invincibilité d'une quinzaine de matchs de mémoire. Et on s'est mis à rêver seulement, voilà, quelques semaines après cette série où on marchait sur l'eau, ça s'est un peu tassé, il y a eu pas mal de blessures. Donc on va dire que, au vu de l'été, on a été, je pense, et moi le premier, naïf de penser que ça pourrait bien se passer, notamment par rapport au retour de Lucien Favre et on va dire certaines promesses qu'on a peut-être faites, qu'on n'a pas tenues au club. Maintenant, c'est frustrant parce que à 5 minutes près, on est en demi-finale de Conference League. Et tu te dis que même si la saison elle est compliquée et qu'on mérite peut-être pas d'aller plus loin que cette neuvième place en championnat, on aurait pu peut-être vivre une épopée en Coupe d'Europe qui nous aurait fait rêver tout simplement. Parce qu'il y avait quelque chose à jouer, mais qu'on n'a pas, on n'a pas réussi. Donc le sentiment sur la saison, on va dire qu'il est assez mitigé. Mais en même temps, au vu de ce qui s'est passé cet été et de tous les rebondissements qu'il y a eu, notamment peu de temps avant cette double confrontation contre Bâle, avec l'affaire Galtier notamment, enfin bref, il y a plein d'éléments qui ont fait que c'était une saison qui n'était pas évidente, qui intervient après celle de l'année dernière, donc ça fait 2 saisons où c'est pas très joyeux que d'être supporter de l'OGC Nice. Je prends ta deuxième. Quel joueur de Ligue 1 serait la recrue idéale pour ton club? Si vous deviez récupérer un joueur de Ligue 1 pour votre club, lequel ce serait? Alors, je vais t'en citer deux. Le premier, c'est un souhait. Il y a aucune info, il y a rien, mais ça correspond à un besoin véritable, puisque le poste de latéral gauche, on a Melvin Barr, bon, qui est un bon joueur, hein, qui est encore jeune, mais
qui n'est pas suffisamment, on va dire, bon, suffisamment complet pour occuper ce poste de latéral gauche. Il nous faut un mec qui puisse jouer dans une défense à 4, qui puisse jouer dans un dispositif un peu plus haut, en termes, voilà, comme d'un piston, un peu comme l'a été Dalbert il y a quelques années, qui a fait une saison qui a été absolument incroyable. Et dans cette optique-là, moi, j'irais bien récupérer Caio Henrique. Alors, il est estimé à une vingtaine de millions d'euros. Si ça se trouve, Monaco n'est pas du tout vendeur. Bref, c'est un club rival en plus. Mais dans l'esprit d'aller récupérer un joueur sur un poste dont on a besoin, Caio Henrique, ce serait le top. Sinon, pour coller un peu plus aux dernières rumeurs, Ludovic Blas. Nantes parlait d'une vente à 15 millions d'euros. Ça fait depuis l'année dernière, je crois qu'on parle de Ludovic Blas. Honnêtement, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer au milieu de terrain, qui peut jouer au numéro 10, qui peut jouer sur un côté. Il a du ballon. Je pense qu'il a fait le max de ce qu'il pouvait faire à Nantes. Voilà, on ne sera pas européen, mais si on peut aller récupérer un joueur de ballon comme les Ludovic Blas, pourquoi pas. Que espères-tu pour la saison prochaine? Pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on espère? Eh bien, après ces 2 saisons, on va dire assez mouvementées, on va espérer déjà de la stabilité dans le club. Que ce soit dans l'organigramme, au niveau des joueurs, au niveau de l'entraîneur, du jeu aussi, parce que l'OGC Nice, l'ADN, normalement, hein, c'est le jeu, c'est l'attractivité par le jeu, et une qualif européenne. Je pense que c'est clair. Aujourd'hui, l'OGC Nice est la deuxième masse salariale du pays. Ce n'est pas envisageable de se dire que on pourrait être hors du top 5. Voilà. Seulement, lorsqu'une entreprise comme celle d'un club de foot est mal gérée, ben forcément, ça se ressent sur le terrain. C'est ce qui s'est passé cette année. Et voilà, qu'on parle de l'OGC Nice aussi en bien. Alors, on ne vit pas pour les médias, c'est pas ça, mais depuis 2 ans, quand même, on prend pas mal de sauts de caca sur la figure. Et j'avoue que c'est assez chiant, en fait. Que ce soit par rapport à la réputation des supporters, par rapport à l'affaire Galtier, encore une fois, etc., etc. C'est vraiment pas de tout repos que de supporter ce club. Alors qu'il y a quelques années en arrière, à l'époque de Favre, à l'époque de Claude Puel aussi, eh bien, on parlait de nous en bien, d'un club formateur qui incorporait ses jeunes et qui jouait au foot, en fait. Donc voilà, c'est peut-être aussi le lot des clubs riches, parce que c'est le cas, depuis le rachat d'Ineos. On a des moyens qu'on n'avait pas auparavant, peut-être. Mais voilà, du positivisme, du jeu et une qualif européenne, c'est tout ce qu'on souhaite. Que changerais-tu dans l'équipe actuelle? Alors, j'ai identifié plusieurs points. Déjà, les blessures. Les blessures, je ne sais pas exactement. Je crois que j'avais vu un graphique qui répertoriait en fait les statistiques de blessures. Et je crois que l'OGC Nice est l'équipe qui est la plus impactée par le nombre de blessés cette saison. Donc, c'est quelque chose qui nous suit depuis plusieurs années. Et malheureusement, bon, d'où ça vient? Est-ce que c'est un manque de compétences de la part du staff? Est-ce que c'est tout simplement les joueurs qui ne sont pas, on va dire, capables physiquement d'encaisser les efforts et de jouer 2 fois par semaine? Parce qu'il y a eu des semaines où on a joué 2 fois par semaine. Le manque de régularité aussi. Alors là, c'est lié au fait que euh, pendant pendant un certain temps, en fait, les joueurs qu'on recrutait, historiquement, Julien Fournier, c'était on mise sur des jeunes joueurs, on les paye pas très cher et on les valorise pour les revendre. Cette politique, elle n'a pas forcément changé avec le rachat d'Ineos en 2019, seulement les prix ont augmenté. Un Alexis Beka qui a une saison et demie en Russie, 15 millions d'euros. Ouais, environ. Machaviti, qui a une demi-saison ou une saison pleine en Italie, 15 millions d'euros. C'est surtout de ce voilà, manque de régularité. Alors, c'est pas spécifiquement Machaviti ou Alexis Beka les problèmes, parce qu'ils ont trop peu joué pour qu'on les juge, mais de se dire quelles sont les garanties aujourd'hui de l'équipe, quoi. Quelles sont les garanties? À quel poste, en fait, on est au top? Aujourd'hui, je vais te parler de la défense centrale, Dante Todibo, et à la limite de Gaëtan Laborde. Voilà, c'est tout. C'est les garanties qu'on a aujourd'hui. Voilà, et au milieu de terrain, allez, Hicham Boudaoui
pour rallonger un peu le truc. Et dernier point, je dirais le manque de caractère et de grinta. Alors là, c'était surtout présent lors de la première partie de saison avec Favre, où c'est inadmissible que en l'espace de une semaine, on prenne 3-0 à la maison contre Marseille et qu'on perde 1-0 contre Monaco en produisant ce qu'on a produit. C'est honteux. C'est toujours pas passé d'ailleurs. Et je pense que les supporters ont besoin de s'identifier à cette équipe. Voilà. De par ce qu'elle produit sur le terrain du jeu. Et aussi de par le caractère et l'intensité qu'elle va mettre. Et ça, on l'a vu sous Digard. On a vu une équipe qui répondait. Voilà. Mais il faut que ce soit sur la régularité. Il faut que ce soit sur une année pleine. Sinon, on s'en sort pas et on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Quel a été le meilleur joueur cette saison? Alors, le meilleur joueur, alors pardonne-moi, mais je vais pas t'en donner un. C'est compliqué. L'aiglon de la saison, d'après les supporters, c'est Gaëtan Laborde. Pour moi, je te donnerai un top 3. Numéro 1, Todibo. Parce que Todibo a été régulier dans la performance toute la saison. Numéro 2, j'ai hésité, mais je vais mettre Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde c'est sa première année chez nous, meilleur buteur du club. Première partie de saison compliquée, manque de réussite énorme, il tape 7 ou 8 fois les poteaux. Et à partir de janvier, aussi avec Didier Digard, ça a été le serial buteur. Il a pas du tout, ses stats n'ont pas du tout été chamboulés avec l'arrivée de Terem Moffi, ce qui est quand même assez intéressant parce que voilà, il jouait sur un côté, tantôt à gauche, tantôt à droite, donc une adaptabilité aussi assez incroyable. Et numéro 3, Dante, qui a aussi été extrêmement régulier dans la saison. 2 matchs ratés pour suspension. Enfin bref, le mec, il va avoir 40 ans, c'est fou. Quels ont été les points faibles de l'équipe? Alors, quels ont été les points faibles de l'équipe? Je vais répéter un peu ce que je disais dans la question précédente. Que changeriez-vous dans l'équipe? En fait, c'est pointer les éléments, les points faibles de l'équipe. Donc, je vais répéter, manque de régularité dans la performance, un manque de stabilité aussi ambiant dans le club. Je me répète, mais lorsque tu gères mal une entreprise, lorsque tu prends pas les bonnes décisions en interne, eh bien la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le terrain, ça se passe mal. Et c'est ce qui s'est mal passé pour l'OGC Nice. Lorsqu'en interne, ça se passe aussi mal que ça s'est passé l'été dernier, lorsque tu fais venir des mecs comme Yann Moody, des mecs comme Dave Braceford, qui comprennent rien au football et qui ont, on va dire, du réseau en Angleterre, mais ça s'inscrit dans aucune logique sportive. Tu te retrouves comme ça. Donc voilà sur ce que je peux te dire. Quel a été le match le plus abouti cette saison? Le match le plus abouti, alors ça n'a pas été évident. Alors je vais te donner un top 3 et je vais te dire le match à Lens, où on gagne 1-0, le match au Vélodrome, forcément toujours un plaisir de gagner au Vélodrome, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait plus gagné au Vélodrome, et le match au Louis II. Mais pour moi, je vais mettre Lens, parce que déjà Lens n'a perdu qu'une seule fois à domicile, c'est contre nous. Et ce match, on était au rendez-vous, quoi. Dans l'intensité, on sait que Lens, c'est une équipe qui fait beaucoup, qui est connue pour mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact physique, à jouer vite, etc. On a été au rendez-vous. On a eu ce petit brin de réussite aussi parce que Fofana touche la barre en deuxième mi-temps, je crois. Mais on a été ultra solide aussi défensivement. On a accepté de subir aussi par moments. Mais vraiment, ce match, là, je me suis dit, enfin, je pense qu'on s'est tous dit, on se met à rêver parce que Marseille, c'est magnifique, ça fait plaisir. Mais on sait que Marseille a eu beaucoup de difficultés à domicile cette saison. Donc bon, voilà, le match à Lens, vraiment, je pense match référence parce qu'on a fait un match très complet. Es-tu satisfait de l'intégration des jeunes joueurs du club? Eh bien, là, en fait, la question, elle est assez intéressante parce que Favre,
quasiment pas fait jouer les jeunes, du centre de formation notamment. Et puis Digard est arrivé. Et là, ça a changé beaucoup de choses, puisqu'on a commencé à voir Badreddine Bonani, on a commencé à voir Antoine Mendy, on a commencé à voir Ayoub Amraoui, on a vu aussi un Reda Belayan au milieu de terrain. On a vu pas mal de jeunes joueurs. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs années que on n'arrivait plus à sortir des jeunes. Le dernier jeune joueur qu'on a sorti du centre de formation et qui a été performant dans la durée, mais qui est parti par la petite porte malheureusement, c'est Malansar. Donc je pense que c'était aussi la volonté pour Ghisolfi d'introduire Didier Digard, qui était à la base l'entraîneur de la réserve, qui connaissait une partie des joueurs qu'il avait lancés, même si ce n'est la totalité. Donc clairement, Digard, le point positif, c'est qu'il a donné de la confiance et du temps de jeu à des jeunes. Et on sait que pour développer des jeunes, il faut du temps, de la confiance. Et c'est ce qu'il a commencé à donner à certains. Donc gros point positif là-dessus, surtout pour Badreddine Bonani, alors qui n'est pas un joueur formé au club, qui a été formé à Lille, mais qui a vraiment du talent plein les pieds. Donc à suivre. Quelle recrue t'a satisfait, déçu? Alors, la recrue qui m'a le plus plu, alors vraiment là, c'est pas compliqué, Gaëtan Laborde. Parce que lorsque je te disais dans une des réponses précédentes, manque de caractère et de grinta, je parlais absolument pas de Gaëtan Laborde. Parce que Gaëtan Laborde, alors c'est pas le joueur le plus beau, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur qui va lever les foules, mais par contre, il court de la première à la dernière minute, qui joue seul devant, à deux devant, à gauche, à droite, peu importe, même intensité, toujours du pressing, et surtout un langage corporel, tu vois, le mec voilà, qui n'aime pas la défaite, tu sens que ça le fait chier, quoi, quand ça se passait pas très bien. Et à Nice, c'est le genre de joueur qu'on adore, quoi. Des besogneux, pas flashy, termine le match vraiment épuisé, qui a tout donné et qui en même temps est bien un joueur de club, collectivement, qui s'accroche, etc. Donc vraiment, vraiment top joueur. Recrue négative, on va dire, franchement, pour la deuxième partie de saison, parce qu'en première partie, c'est un peu dur, mais il nous a bien planté quand même, c'est Nicolas Pepe. Parce que Nicolas Pepe, alors j'oublie pas la première partie de saison où par moment il surnageait un peu dans une équipe cadavérique. Je l'entends, il a mis quelques buts, la plupart sur penalty. Mais alors vraiment, quand Digard est arrivé, il y a eu le match contre Montpellier où je crois qu'il met doublé. Mais alors après, il y a eu une blessure et puis une catastrophe. Ce match retour contre Bâle, je ne lui pardonnerai pas. Où il rate l'immanquable et puis voilà, un joueur assez individualiste qui est venu en prêt. Là aussi, on se dit oui, pas mal sur le papier, mais sans option d'achat, donc il n'y a aucune continuité en fait avec Nicolas Pepe. Mais voilà, très très déçu par Nicolas Pepe, même l'attitude pour l'avoir vu sur le terrain plusieurs fois. Un mec qui baisse les bras, qui baisse la tête. Moi, j'aime pas ça. En fait, le, tu peux être le joueur le plus talentueux au monde, mais quand t'es joueur professionnel, tu te dois aussi de. Je veux dire, il n'avait pas le talent suffisant pour pouvoir se permettre ça. Voilà. Du moins sur le terrain, sur ce qu'il a montré. Et je suis en train de me dire même, alors peut-être pas, mais que son prime, c'était à Lille, finalement. Il a fait quelques bonnes performances à Arsenal en Europa League notamment. Mais la saison qu'il fait à Lille avant de partir à Arsenal, où il termine avec 20 buts, je crois, c'était une saison de dingue, mais c'était peut-être le prime de sa carrière. L'avenir nous le dira. Que as-tu pensé de l'entraîneur au fil de la saison? Favre, ça n'a pas été évident. Il a une part de responsabilité aussi, parce que même s'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions en arrivant au club, il a tâtonné, trop tâtonné tactiquement. 4-4-3, 4-4-3, 4-3-3, pardon, 3-4-3, 3-5-2, bref. Chaque semaine, il y avait un nouveau dispositif et je pense pas que ça ait spécifiquement aidé les joueurs qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas. Donc, tu te doutes bien que lorsque tu joues avec un milieu à 3 et un milieu à 2, c'est pas du tout les mêmes automatismes. Et puis,
Je pense que Favre n'avait pas, on va dire, des joueurs. Alors attention, ça va être dur, mais des joueurs avec un QI foot suffisant pour assimiler certaines bases de son football. Ça, c'est ce que je pense. Néanmoins, il ne faut pas lui enlever aussi sa part de responsabilité parce qu'elle est réelle. Et lors de son dernier match contre le Puy Foot, il, il est lâché par son groupe, clairement. Il est lâché par son groupe, le message ne passe plus. Et on parlait aussi d'écart générationnel, je pense que c'était un peu le cas, avec les joueurs qu'il avait sous la main. Pour un gars qui avait 60 ans passés, peut-être que aussi ça ne passait plus. Et puis Digard, eh bien, mine de rien, son bilan il est plutôt bon sur son passage chez nous. Il fait quatrième, il fait quart de finale européen, alors à 5 minutes près en demi-finale. Mais moi, je défends le bilan de Digard parce que c'est un jeune entraîneur qui a des préceptes qui sont bien, bien réels, avec une adaptabilité tactique notamment. Donc, il a fait du bon boulot et je pense que il a payé un peu la frustration des dernières années, des dernières saisons et le fait que le club n'ait pas réussi à franchir ce cap sportif. Voilà. Donc, il a pris un peu tout ça sur le dos et pour diverses raisons, hors football, je pense, les dirigeants n'ont pas souhaité reconduire Digard pour l'année prochaine, mais objectivement, sur le football, purement sur le football, eh bien, c'est un jeune entraîneur avec un bon potentiel, je pense. Et j'ai l'intime conviction qu'il fera une belle carrière. Sur 10, quelle note donnes-tu à la saison de ton club? Maintenant, pour la note, ça n'a pas été évident. Écoute, je vais mettre 5 sur 10. Je mets 5 parce qu'en championnat 9e, c'est pas du tout notre objectif. Néanmoins, on fait quart de finaliste européen. C'est pas rien. On se fait sortir par le FC Bâle, mais quand même. Et je mets 5. Et je mets la moyenne, en fait, parce que au cours de la saison, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est important, il y a eu une restructuration en interne. C'est-à-dire que Julien Fournier étant parti l'été dernier, on n'a pas eu de directeur sportif pendant toute la période de mercato estival. Florent Ghisolfi est arrivé début novembre. Dans la foulée, il y a eu l'arrivée de Fabrice Boquet, nouveau directeur général de l'OGC Nice, ancien dirigeant du FC Lorient qui a fait un très très bon boulot. Et on a eu l'arrivée quelques semaines après de Jean-Claude Blanc dans le groupe Ineos, ancien du Paris Saint-Germain, qui était le véritable bras droit de Nasser. Donc, on va dire que cette restructuration, elle est arrivée en cours de saison. C'est pas l'idéal, mais c'était nécessaire au vu de tout ce qui a pu se passer. Donc c'est pour ça que je mets la moyenne parce que je me dis que cette saison un peu pourrie sur certains aspects, eh bien, va nous permettre, je l'espère, de reposer les bases saines pour les futures saisons. Pour finir, quel est ton pronostic pour la prochaine saison?